Oui, donc voilà, nous on a étudié, c'est une étude sur l'éventualité d'une double origine des jugements qui organisent l'activité, une analyse de cas auquel l'enseignant, donc on va revenir sur le détail un petit peu sur le processus. Donc un petit rappel, l'activité professionnelle. Donc il faut savoir que un postulat de départ, c'est que l'activité humaine a 4 caractéristiques. Donc c'est qu'elle est non seulement efficace parce qu'elle atteint son but, elle est adaptable parce qu'elle s'adapte aux situations, au contexte dans lequel elle s'insère, elle est reproductive parce qu'on peut la refaire un nombre illimité de fois, et enfin elle est intelligible parce qu'elle est analysable. Et notamment, si elle est intelligible, c'est parce qu'elle est organisée, telle que l'activité professionnelle. Donc si elle est organisée, c'est parce qu'elle est sous-tendue par un modèle opératif, défini par Pierre Pastré, et que la partie intelligible de ce modèle opératif est constituée des concepts organisateurs qu'on nomme des concepts pragmatiques ou pragmatisés. Donc, qui servent du coup aux professionnels à établir un diagnostic de la situation sur base d'une prise d'indicatif. À cela, il faut aussi rajouter, pour totalement complet, des jugements pragmatiques qui eux aussi ont la même fonction, c'est-à-dire de guider l'action du professionnel. Alors, si on fait un zoom sur ce jugement pragmatique, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est défini par Pierre Pastré comme étant une proposition tenue pour vrai, mais qui n'est pas obligatoirement démontrée. Donc, est-ce que cette proposition soit vraie ou fausse, peu importe, ce qui est important, c'est que ça guide l'action du professionnel. Donc, pragmatique, pourquoi? Parce que forcément, son origine, c'est que ce jugement a été construit dans l'action, pour guider l'action, et donc l'expression d'une dimension sociale, à savoir le genre professionnel qui était défini par Yves Clos comme étant l'ensemble des connaissances, pratiques, valeurs et représentations communes au sujet de même horizon social professionnel. Donc, si on synthétise les organisateurs de l'action dans le champ bien professionnel et qu'on les organise selon le type et l'origine de cet organisateur, on a d'une part des concepts pragmatiques ou pragmatisés et un jugement pragmatique. La question, l'interrogation qu'on s'est un petit peu posée, c'est que quand on a reconstitué ce tableau-là, il nous manquait un élément. D'où notre question. Donc, dans un petit bureau à l'Université de Liège, 3 petits chercheurs se sont posé la question est-ce qu'il y a une origine à ces jugements qui est uniquement pragmatique? Donc, est-ce que ces jugements sont uniquement issus de la pratique de travail? Donc, il n'y a-t-il pas, la question un petit peu plus détaillée, n'est-il pas une construction vers une reconstruction possible depuis un paradigme transmis lors de la formation initiale d'un professionnel? Alors, d'un point de vue méthodologique, on a fait une analyse de cas, et pour investiguer cette question, on a notamment été observé une enseignante qui avait 3 ans d'expérience, considérée comme novice, en 2e année primaire, c'est là pour nos amis français. Donc, un enseignement qui est considéré comme défavorisé, et la leçon qui a été observée, c'était une leçon de mathématiques où l'objectif annoncé par l'enseignant était de comprendre la notion de multiplication, au travers notamment d'une situation, en salle, comme ça vous savez un petit peu de quoi on parle. En gros, les élèves devaient mémoriser 3 procédures, comprendre surtout, pas mémoriser, comprendre 3 procédures. Donc il y avait 3 paquets, donc plusieurs des 5 étaient représentés, 3 paquets, 3. Chaque paquet comptait combien de bananes? Il y en avait 5, et à chaque fois, 3 fois 5, combien il y en avait au total? Ça devait comprendre la notion de multiplication. Donc notre design méthodologique par rapport à ça. Dans un premier temps, nous avons été donc observer la séance de mathématiques donnée par l'enseignant. Cette séance a été filmée, suivie d'un entretien d'autoconfrontation où le chercheur avait des questions notamment dirigées vers les différents éléments de son modèle opératif pour les mettre en évidence. Et s'en est suivi alors une analyse de données avec une modélisation d'une partie de l'activité en menant une analyse catégorique. Alors ces premiers résultats, qu'est-ce que ça a donné? Donc on a mis en évidence par rapport à la vidéo et l'entretien mené par l'enseignante un concept qu'on nomme pragmatique, construit dans l'action, qu'on a nommé l'assimilation par l'élève. Vous avez un verbatim juste ici qui illustre les propos de la jeune enseignante. Elle dit oui, souvent je demande qu'ils en fassent 2, par des doubles calculs, et puis qu'ils viennent me montrer, les élèves, pour être sûr qu'ils ne soient pas dans l'erreur, qu'ils assimilent et qu'ils automatisent les différentes stratégies. Pour mener son fameux diagnostic de la situation, donc elle prenait en compte 3 indicateurs. Le premier, c'est est-ce que l'élève exécute la tâche correctement, comme on l'a dit, et puis il n'a rien à faire, il a ça, et puis il y a si la réponse est correcte ou pas, donc un petit indicateur sur le produit.
Un indicateur numéro 2, est-ce que l'élève peut réexpliquer ce qu'il a fait? Donc si l'élève est capable de réexpliquer ce qu'il a déjà fait, je trouve qu'il est capable de réexpliquer par quelles étapes il est passé, c'est déjà montré qu'il a compris. Enfin, l'indicateur 3, est-ce que l'élève peut réexpliquer à un autre élève sans lui donner la réponse? Avoir aussi ce processus d'explication envers après. Donc s'il est capable de réexpliquer à notre élève sans donner la réponse, c'est qu'il a un stade reçu. Donc voici une modélisation d'une partie de l'activité. À cela, on ajoute, donc là je vous ai remis ce que je viens de vous présenter, mais également un jugement, et cerclé Bois-Poitiers, donc qu'on a nommé dans une approche socio-constructiviste, les élèves doivent tout deviner. Donc le verbatim qui illustre ce propos, ici je lis avec vous. Oui, dans certaines leçons, ils doivent être en situation de recherche, partie pédagogique de la construction. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais s'ils ne peuvent pas deviner la matière, je ne vois pas l'intérêt autant. Donc, je vous dis, c'est comme ça, on apprend comment le résoudre et puis on verra. Donc, si on fait un zoom sur ce jugement, on verra s'il est très pratique ou concrétisé. Voici ce qu'elle en disait, donc on a repris ici. Donc, je trouve que ça permet, donc, quand elle parle du socio-constructivisme, c'est donc ça qu'on a un petit peu creusé, je trouve que ça permet à l'élève de se débrouiller tout seul, en fait. C'est clair que le prof a un rôle au début, donc le rôle du professeur dans un paradigme constructif. Et je pense que par rapport au socio-constructif, où des fois j'ai l'impression qu'ils doivent un petit peu sucer leur pouce, quand on me dit ça veut dire deviner, expression peut-être belge, sucer son pouce. Typiquement chez les grands, ils ne vont jamais deviner l'arrivée de l'accord du participe passé, par exemple. Ici, ils ne vont jamais deviner que le 1 se prononce 1. Je pense qu'à un moment, il faut la main. Peut-être elle remet en tension le rôle de l'enseignant, où ça se passe. Plus loin dans l'entretien, elle explique également qu'à la haute école, donc, sur son lieu de formation initiale, il ne prône que le socio-constructivisme. Donc là, elle détaille un petit peu plus. Ce qui nous a tout doucement mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que quand elle commençait à parler du socio-constructivisme, elle revenait systématiquement avec l'aspect haute école de formation initiale. Donc on s'est demandé à ce moment-là, est-ce que l'origine de ce jugement, que je vous ai énoncé, est-ce qu'il n'est pas justement dû à la formation initiale, donc du coup d'une transmission de connaissances dans ce lieu de formation-là, et donc du coup, pour plus souvent, est-ce qu'on ne voit pas davantage peut-être un jugement non pas pragmatique, parce que ça n'est pas de son action, mais pragmatisé. C'est ce qu'on a essayé d'investiguer un petit peu plus par la suite. Donc c'est moi qui vais remarquer ici. Du coup, quand on a, voilà, nous a expliqué ce jugement qui semblait orienter ses réactions différemment selon les situations, effectivement, il nous parlait directement de sa formation initiale en haute école, donc on a décidé de creuser cet aspect-là pour voir si effectivement on pouvait identifier des liens, des choses qui pourraient expliquer la construction de ce jugement-là. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que, alors c'est une analyse a posteriori, hein, donc sa formation initiale est terminée, mais on lui a demandé les supports de sa formation initiale et les notes qu'elle avait prises, donc des traces en fait de sa formation initiale, qu'on a analysées dans l'optique, dans un élément un peu plus déductif, là on savait ce qu'on cherchait, hein, c'était des éléments qui étaient par rapport au socio-constructivisme, soit de manière implicite ou explicite, et de voir comment c'était présenté, comment c'était utilisé dans sa formation initiale. On a pas mené un entretien complémentaire avec elle, puisque ça a fait d'autres questions. Et en plus de ça, on est retourné aux données d'entretien qu'on avait déjà aussi, dans lesquelles elle abordait différents éléments de sa formation initiale et de la construction de ce jugement. L'idée, ça va être de ça. Ce qu'on a fait, c'est croiser ces différentes sources pour essayer d'identifier un petit peu justement l'origine du jugement qu'on a identifié. Je vais commencer par vous présenter ce qui ressortait de l'analyse des supports de formation initiale. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans une partie des cours, il y avait une abondance assez marquée de concepts qui faisaient référence ou qui étaient cohérents avec une vision socio-constructiviste de l'enseignement. Donc on parlait beaucoup de socio-constructivisme